Bonsoir, merci d'être venu. Je suis Jean-Luc François, le maître de cérémonie ce soir. Alors, bienvenue pour cette rencontre coup de cœur de la Graffe pour les séries originales. Merci aux auteurs et aux producteurs de joindre à nous ce soir. Merci à vous, public, d'être parmi nous. Et merci aussi à la SACD de nous passer la salle. Petite précision, donc on a un Facebook Live ce soir en direct pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à Fabienne Gambrel et Jérôme Mouscadet, qui sont tous les deux présidents de la Graffe et qui vont présenter l'association ainsi que le prix. Il manque un président puisque nous, on a toujours trois présidents. Un président qui représente les scénaristes, un président qui représente les auteurs graphiques et un président qui représente les réalisateurs. Fabienne, Jérôme, à vous deux. Et je te passe le micro. Bonsoir, je représente les scénaristes au conseil d'administration de la Graffe. Jérôme représente les réalisateurs et le troisième président qui représente les auteurs graphiques, Gabriel Hainaut-Lefebvre, est actuellement à Lille et il anime un speed dating. Vous avez vu dans le petit film que c'est une de nos activités qui permet aux auteurs de se rencontrer. Parce que la Graffe, en plus de faire tout ce qui vous a été décrit dans le film, a pour mission donc de rassembler les auteurs, de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Elle les rassemble aussi pour les représenter et pour les défendre. Et évidemment, la Graffe est forte dans la défense des auteurs et des autrices quand elle a beaucoup d'adhérents. Donc, comme dans le petit film, je vous invite vivement à adhérer si vous n'êtes pas déjà adhérent de la Graffe, parce que plus on est nombreux, plus on a de poids et de force face à nos interlocuteurs dans les différentes négociations que l'on peut mener dans l'intérêt de tous, n'est-ce pas ? Et si vous adhérez, l'année prochaine, vous pourrez voter pour le prix de la création originale. Voilà. Alors, à la Graffe, on défend évidemment et on porte haut les valeurs de l'animation. L'animation, c'est, comme vous le savez, un média qui est enchanté et unique. C'est un art qui combine inextricablement récit, forme et mouvement, qui est jamais aussi puissant et magique et poétique que lorsqu'il est porté au cœur de son processus d'élaboration par la création originale. Créer un univers original, c'est construire une cohérence, c'est choisir en permanence, faire des choix, vous le savez bien, et sur tous les aspects, tout en conservant la force de l'idée directrice qui a présidé à sa création. C'est un long travail d'accouchement et c'est beaucoup de risques pour les auteurs. C'est pourquoi on est très fiers, nous, à la Graffe, pour préserver, encourager, valoriser, soutenir cette création originale, d'avoir créé en 2021 le coup de cœur pour une série originale d'animation française, en partenariat avec le Festival national du film d'animation de Rennes Métropole, organisé par l'AFCA. Aujourd'hui, c'est donc la troisième année que nous remettons ce prix. Et peut-être qu'une personne de l'AFCA est dans l'incident. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Aider ? Voilà. Qui nous aide justement à organiser ce prix. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Bérangère Boutevin, je suis la chargée de communication de l'AFCA. Et donc, comme on vient de vous l'expliquer, la Graffe et l'AFCA travaillent ensemble depuis quelques années et ont mis en place depuis 2021 ce prix qui était à l'origine remis pendant le festival à Rennes et qui, cette année, pour lui donner encore plus de valeur, est dans le prolongement du festival dont la dernière édition s'est déroulée du 1er au 5 avril. Donc, il y a encore quelques jours, c'est encore tout frais pour nous. Donc voilà, donc on revient reposer pour vous voir ce soir et puis pour prolonger un peu le festival grâce à ce prix pour lequel on est ravis d'être partenaire ce soir. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Alors, comme il y a beaucoup de projets, ce qui est cool, et donc on a Imago, je les ai mis dans l'ordre... pour pas faire de jaloux, hein, dans l'ordre alphabétique. Donc Imago, Mystery Lane, Oscar et Malika toujours en retard, Pirate et Rune. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter déjà la première série.
On va montrer quelques petites images et après j'inviterai les gens de l'équipe à monter sur scène parce que si je les mets tout de suite sur scène, on ne verra pas les images. Donc on commence par Imago qui est une série en 2D de 26 x 26 minutes. Nous suivrons dans le royaume d'Ilia les héros Zane, Awa, Zora, Kemi avec leur Imago. Les Imagos sont des créatures fantastiques qui nous plongent dans des histoires elles aussi fantastiques. Bon, un truc tout bête aussi, c'est que j'ai cherché, étant un culte, j'ai cherché sur Internet ce que voulait dire Imago et je me suis aperçu que ça existe pour de vrais Imago. Donc chez les insectes, ça désigne un stade final d'un individu dont le développement se déroule en plusieurs phases, œuf, larve, imago. Eh ouais. Et chez les psychologues, c'est la représentation imaginaire plus ou moins consciente qu'une personne se fait d'elle-même et de ses parents. Voilà, vous endormirez moins bête ce soir. Donc on regarde la vidéo et après je présente les gens. Allons-y pour la première vidéo. Floribou, on y va! C'est à moins de 5 degrés, la température. C'est l'heure du goûter! Donc la série est créée par Sylvain Dos Santos. La Bible littéraire est de Julien Magna et de Sylvain Dos Santos. La Bible graphique de Gaël Autain et Bill Otomo, que j'ai eu au téléphone. La réalisation, c'est encore Gaël Autain et Charles Lefebvre. Musique de Fabien Nataf. Production La Chouette Compagnie et JLA Production avec la participation de TF1 et Canal J. Et c'est la série produite par Myriam Hachmi, Sylvain Dos Santos et Martin Réa. J'ai rien oublié? Nickel. Voilà, comment vous vous êtes rencontrés? C'est un projet qui est né il y a très longtemps, en fait, dans la tête d'abord de Sylvain Dos Santos, effectivement, d'un point de vue littéraire. C'est un projet qui a eu énormément d'itérations. Donc, la première version, ça date de 2008. Donc, c'est dire à quel point le développement a été extrêmement long. Et en fait, on a décidé de développer une version une fois qu'on a monté La Chouette Compagnie ensemble et donc de trouver des auteurs graphiques qui allaient aider en fait à construire cet univers qui n'était pas encore très abouti d'un point de vue littéraire. C'est vraiment un ping-pong qui a eu entre les auteurs littéraires et les auteurs graphiques qui a fait que Imago ressemble à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui, mais pas uniquement graphiquement, aussi d'un point de vue littéraire. Ça a été vraiment un travail de longue haleine. Vraiment. Un long match de ping-pong. Oui, oui, vraiment. Et puis les designs ont vraiment influencé le littéraire, et le littéraire, le design, évidemment, mais ça a été... Enfin, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, mais voilà. Donc Sylvain connaissait déjà Gaël depuis longtemps. Bill aussi, puisqu'en fait Bill est aussi l'auteur graphique de Droners. Et donc on s'est dit tiens, on a envie de retravailler ensemble, de construire cet univers ensemble. Et voilà, c'est comme ça que c'est né. Moi, avant d'arriver sur la série, il y avait eu d'autres auteurs graphiques, d'autres recherches qui avaient été faites, et c'est voilà, la série, Imago tel qu'il est maintenant a commencé à se définir vraiment bien quand on a commencé à bosser sur le projet ensemble avec Sylvain. Moi, je suis arrivée en 2018, je crois. J'ai commencé le développement en 2018 déjà, et voilà, ouais.
Et ensuite, Bill nous a rejoints pas longtemps après pour toutes les recherches graphiques des décors et des environnements. Et voilà. Moi, j'étais vraiment cantonnée au personnage. Et par exemple, est-ce que quand vous avez commencé la bibliographique, il y avait pas mal de choses décrites déjà ou comme tu disais juste à l'instant, il y avait ce ping-pong aussi avec l'écriture, mais il y avait quand même un concept, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, d'un seul coup, c'était pas on va mettre un porc épic à la place du araignée ou je sais pas trop quoi. Non, non. Le concept d'Imago, l'idée était déjà là et assez forte. C'est juste on s'est nourri. Voilà, le concept et le projet, il a grandi vraiment de cette base qui était quand même assez construite, mais il s'est beaucoup nourri au fil du travail de développement, des recherches de design et de l'écriture, oui, effectivement. Et aussi, juste pour préciser, aussi avec le travail de la chaîne qui nous a rejoints sur le développement, ça a permis d'orienter vraiment la Bible littéraire, le concept, le développement des histoires, le type de structure d'épisodes qu'on allait retrouver dans chaque épisode. Tout ça, ça s'est fait aussi en ping-pong avec la chaîne de télévision. Donc, avec la chaîne de télévision qui est TF1, vous avez eu une convention de développement et après, vous avez avancé avec eux. C'est ça, tout à fait. Et c'était un très long développement littéraire comme graphique, parce qu'on avait vraiment envie parce qu'on aime beaucoup ça, on voulait vraiment créer un univers, faire un world building vraiment assez dense. D'ailleurs, il y a la carte derrière moi, mais c'est vrai qu'il y a une approche un petit peu heroic fantasy au Moyen-Orient, Afrique du Nord. C'était un peu ça l'ambition, c'était de proposer un univers fantasy inspiré de toutes ces cultures-là. Et ça prend du temps parce qu'il faut bien le faire, il faut se documenter, il faut choisir précisément. Et en même temps, c'est du fantastique. Donc évidemment, il y avait toute une part créative assez dense. Et ça prend du temps. Donc voilà. Et en termes avec la réalisatrice, parce que là, on a les auteurs graphiques, mais on n'a pas de réalisatrice-treur. Coucou. Enfin, on a une moitié, oui, c'est vrai, j'oubliais. Co-réalisé, oui, avec Charles Lefebvre. Ouais, mais c'est de la triche, parce que là, par rapport aux questions que je voulais poser, ça marche moins bien. Mais comment ça s'est passé toi, tout de suite, tu t'es dit, je vais réaliser, ou c'est venu un peu, on t'a poussé, ou comment ça s'est passé ? Il y a eu un peu de tout. Moi, je me souviens que c'était au moment de la fabrication du trailer de la série, après le développement, où avec Charles, justement, on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à bosser ensemble sur le trailer, et puis lui, il était déjà défini comme réalisateur. Et c'est après ça où Sylvain et Mariam, ils m'ont proposé de co-réaliser la série, et c'est venu comme ça, en fait. Sur le travail, sur le trailer, ça s'est bien passé avec Charles, donc pourquoi pas continuer comme ça sur le reste de la série. Moi, ça m'est arrivé de co-réaliser. Vous, comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous êtes partagé des épisodes ou toi, tu t'occupes plus du son et moi de l'image ? Enfin, comment ça s'est passé ? On s'est partagé les tâches, en fait. Charles, il s'est beaucoup occupé de toute la mise en scène, des storyboards, et il a aussi participé un peu à la partie graphique. Et moi, je me suis occupée beaucoup des designs des personnages. J'ai un peu co-travaillé aussi avec Bill sur la direction artistique. Le compositing. Voilà, et pour le coup, moi je me suis aussi beaucoup occupée de la post-prod et de la fabrication et animation, post-prod, compositing, tout ça. En fait, Charles, il était très présent sur la première partie de la série et moi, j'étais très présente sur la deuxième partie. Parce qu'effectivement, Charles a dû aussi quitter la série pour aller réaliser une autre série. Donc en fait, le partage s'est fait naturellement, mais en même temps plutôt bien. Franchement, chacun a pu... je me permets d'intervenir, mais c'est que chacun a pu... En fait, dès le début, il y a eu un côté un peu évident dans l'association des talents créatifs, des auteurs. C'était une alchimie assez évidente, parce que vous vous connaissiez déjà depuis très longtemps. Et chacun a pu donner le meilleur dans son domaine vraiment de prédilection.
Donc ça c'est... Et c'était aussi assez évident, mais que ce soit avec Charles ou même avec Bill, parce qu'on a aussi les mêmes rêves, on a les mêmes influences, et c'est ça qui rend aussi tout assez fluide, quoi. Et par exemple avec le son, parce que si c'était ta première réalisation, c'était la première fois que tu allais dans un studio de mixage, enfin, ou même un studio d'enregistrement, comment tu as abordé cette partie? Honnêtement, ça a été la première fois sur beaucoup d'étapes. Hein. Première réal, forcément, il y a beaucoup de trucs qu'on découvre, beaucoup d'étapes qu'on découvre. Sur le storyboard, l'animatique, etc. C'est quand même quelque sur chose, la pré-prod, ça va, on connaît assez, plus, oui, parce qu'on est plus habitué à faire de la pré-prod. Après, sur la post-prod, en gros, on arrive dans un studio de mixage et puis on est là et on fait ça me plaît pas, et puis ça me plaît, et puis voilà. C'est aussi simple que ça, quoi. Et la prod, à partir du moment où tout a été à peu près calé au niveau de l'écriture, du design, etc., vous avez mis combien de temps sur les décors? Toi, tu es resté sur tout le long, Bill, ou... Moi, je me suis surtout occupé de la pré-prod. Et ça a duré, je sais plus, ça a pris un peu de retard parce qu'on a eu des problèmes comme tout le monde avec le Covid. À un moment donné, c'était... très compliqué avec notre studio de fabrication en Chine, Feitong, qui ont été très impactés. Et voilà, du coup, c'était un peu compliqué. On a eu des grosses sueurs froides pendant toute une année où c'était très compliqué. Mais du coup, je sais plus, mais ça a dû durer 1 an et demi à peu près, je pense, quelque chose comme ça. Parce que de ce que j'ai compris en voyant... les vidéos qu'on n'a pas montrées ce soir, les personnages se baladent, grosso modo, à chaque épisode, il y a des nouveaux décors, quoi. Donc il y avait une grosse créa à faire, ça c'est sympa pour le producteur, ça coûte pas cher ce truc. Et c'est un peu compliqué, oui, ça c'est... Après, on essaie de faire des choses, de penser un peu économique et de se dire, bon, est-ce qu'on va pouvoir réutiliser quelques trucs ici et là, mais c'était un petit peu compliqué, mais... On n'a pas des 100% de nouveaux décors à chaque fois, mais enfin c'est quand même, disons, on a des grandes zones d'environnement, qui reviennent, donc on retrouve des éléments un petit peu, mais ça bouge quand même beaucoup. Et c'est pareil pour les populations et les personnages. Je sais pas combien de design t'as tombé, mais ça en fait beaucoup. Même si on essaie de faire un peu des déclinaisons, des choses comme ça, mais enfin ça fait quand même une grosse liste à la fin. Donc c'est effectivement un peu lourd en termes de production. Et l'animation, donc c'est de la, j'ai pas l'impression que c'est de l'anime puppet. Enfin, ça m'a pas donné. C'est du semi, quoi. C'est du tradigital, on appelle ça maintenant. Bien joué. Parce que c'est quand même du boulot aussi, quoi. Parce que en termes de mise en scène, pour la meupette, on est quand même assez frontal. On fait pas trop de plongées, de contre-plongées, de choses comme ça. Et là, en regardant un peu la mise en scène de vos épisodes, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué. On aime bien les défis. On s'est rien fusé. Voilà, j'allais dire ça. Mais on s'est rien fusé, on s'est fait plaisir. Au final, on s'est rendu compte que c'était possible. Alors, c'est du travail et c'est faut être déter. Mais voilà, ça fonctionne. C'était possible, en fait, au final. Donc, Et après... on avait déjà fait la première saison de Droners quand même avec le même studio de fabrication. Et ça s'était très bien passé, globalement. Donc, on était quand même relativement confiants, même si... Dans Droners, les scènes d'action sont essentiellement un mix de 3D et de After Effects, 2.5D, qui a assez peu quand même d'action vraiment full 2D. On a vu quand même qu'ils s'en sortaient bien avec des techniques comme ça, mixtes de puppet et d'anime plus traditionnels. Donc on était quand même relativement en confiance, quoi. Après, c'était quand même un degré au-dessus de challenge. Je pense qu'ils ont quand même transpiré. Et après, on les a quand même beaucoup accompagnés aussi, beaucoup aidés pour... ce que j'allais dire, vous aussi, en fait. C'est globalement... C'est un travail... Pareil, ça a été un ping-pong aussi pour permettre ce genre de technique qui, au final, c'était assez efficace, quoi. Et sur l'écriture, il y avait une équipe de combien de scénaristes? Est-ce qu'il y avait une grosse équipe ou une équipe restreinte? Alors, la direction d'écriture a été faite par Adrien Louiset. Le nombre de scénaristes, je pourrais
pas vraiment, je m'en souviens pas trop, j'avoue. Mais il y avait une belle équipe, en tout cas, autour du projet et qui était hyper motivée. Nous, on était vraiment comme des gamins, en vrai, quand on a eu le oui sur... Non, mais c'est vrai. Sur Imago, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, allez, on met les curseurs à fond un peu partout. On savait que c'était assez inédit d'avoir une série pareille, un peu semi-feuilletonnante pour TF1, avec un look qui nous définit pas mal au studio, avec des gens qu'on aime beaucoup. En fait, donc, je perds le fil de ce que je voulais dire, mais oui, donc du coup... Le nombre de scénaristes. Oui, et ben les scénaristes, en fait, étaient hyper motivés et ont fait des super épisodes. Franchement, ça s'est hyper bien passé, quoi. Et je crois qu'ils sont assez contents des épisodes à l'arrivée parce qu'ils ont été bichonnés, leurs histoires ont réellement été bichonnées. Par voilà, notamment Bill et Gaël, mais et par justement, en parlant de bichonner, c'est pour trouver le bon format. Parce que bon, généralement, c'est toujours un peu du tâtonnement au début, soit on est trop long, enfin généralement c'est toujours trop long et on est obligé de raccourcir. Et est-ce que vous avez réussi, enfin moi ça m'arrive encore même sur des scénarios qu'on essaye de définir, ouais. C'est souvent qu'on est trop long, que je suis encore obligé d'en retirer malheureusement. Mais là, ce qu'on a mis en place pour le coup très tôt, c'était, il y avait des réunions en fait pré-board où il y avait le directeur d'écriture qui était présent, l'équipe artistique, Gaël, Bill, Charles, et qui discutait en amont du script et il faisait une version. Et donc, du coup, le directeur d'écriture, à l'issue de cette réunion, faisait une version pour le board. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. Et surtout, on avait l'habitude, il y avait déjà eu Droners avec TF1, où c'est vrai qu'il y avait un travail qui avait été fait avec la chaîne pour essayer de leur faire entendre qu'en tout cas, il fallait vraiment réduire le nombre de pages, le nombre de dialogues, parce qu'on est sur une série où il y a de l'action, où on a envie d'un peu de moments de contemplation, de silence et d'action. Et donc, du coup, ça s'est bien passé, j'ai l'impression aussi sur ce point. Ça a bien fonctionné, ces réunions, en fait, à chaque fois, parce que personne n'était frustré. Du coup, je pense que côté écriture, ça a permis vraiment de comprendre les enjeux de la mise en scène et de pouvoir en tout cas conformer le script par rapport à ce qui était nécessaire au board. Et côté réalisation, ça permettait aussi de s'approprier un peu le texte, de proposer des choses. Il y a plein de propositions qui ont été faites aussi par Bill, par Gaël, par Charles, sur certains scripts de comment améliorer cette séquence, comment faire en sorte que ce soit plus efficace visuellement. Parfois, il y a de très belles idées à l'écrit, mais on se rend compte qu'une fois qu'on les met en scène, que c'est compliqué ou que ça ne marche pas. Voilà. Donc, ouais. Alors, je voulais juste, pour finir aussi, parce que le temps passe et que voilà quoi, je vais être obligé de sortir la hache. Donc l'épisode qu'ont vu les adhérents pour voter, ça s'appelait Les délices de Yassaba, pardon. Une histoire donc du grand pâtissier Choumichou et d'un défi de faire le meilleur dessert du désert. C'est écrit par Ségolène Basso-Brussat et Morgane Martin, et ça a été bordé par Caroline Rodeau. Je pense qu'on est à peu près dans les temps. Là, je regarde vite fait mon chronomètre. Ouais. Eh ben, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Et donc, sans plus attendre, comme dirait l'autre, on va regarder la vidéo du deuxième projet qui s'appelle Mystery Lane. Donc Mystery Lane, c'est une série d'animation en 3D de 26 x 26 minutes, des énigmes, des mystères à résoudre dans Londres. Faites appel à Clever et son frère, les hamsters détectives. Il se passe des choses étranges à Londres. Aux yeux de tous, ces mystères sont totalement insolubles. Impossible! La seule option, à les trouver Clever. Je viens vous voir parce qu'on dit que vous êtes la meilleure détective d'Angleterre. On vous a mal renseigné. Je suis la meilleure détective du monde. Aucun cas ne lui résiste. Vous êtes devin? Simple déduction. Aucun indice ne lui échappe. Tout ça me paraît un peu trop évident.
Enfin, fêtez pour moi. Quand il faut y aller à l'instinct ou au bluff, elle peut compter sur son petit frère. Bro, Bro, yaha! C'est de la bombe! rien ne lui fait peur. Ni le danger, ni le ridicule, ni les farces. Oh, regardez ce que j'ai trouvé! Avec l'appui de l'inspecteur en chef de Scotland Yard, Mac Flair, Police, les patrouilles. il relève tous les défis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon équipement anti-vampire, de l'ail! Ce sont des échalotes. Arrêtez-moi! Le signal, inspecteur! Alors, j'invite l'équipe de Mystery Lane. Donc, la Bible littéraire est d'Antoine Rondelet et de Jocelyn Charrier. La création des personnages de Bertrand Gatignol. La direction artistique d'Alexandre de Broca. Une série créée et produite par Antoine Rondelet et Jocelyn Charrier. Réalisée par Cédric Lachenot et Victor Moulin. Alors en fait, vous montez sur scène, mais je connais aucun de vous, quoi. C'est super. Hein. Ah si, toi je te connais. J'en connais un au moins. Qu'est-ce que j'ai oublié? La musique, c'est les Frères Sonores et la production Harry avec la participation de France Télévisions, Walt Disney Company Germany. C'est à moi, mais je vais en prendre une autre ou je vais me mettre sur le côté. Vas-y, installe-toi. Donc, représentez-vous alors, là, parce qu'il y en a que je ne connais pas. Et prenez des micros, allez-y. On va se présenter. Moi, je suis Antoine Rondelet. Et avec mon confrère Jocelyn, on est producteur et auteur de la série. Alexandre de Broca. Je fais la direction artistique. Voilà. Et Bertrand Quetigny. Moi, je fais le design des personnages. Et nous, on est les réalisateurs. Donc, c'est Victor Moulin et Cédric Lachenot. Et la même question, toujours, hein, bravo déjà. Et ce qui est cool en plus ce soir, c'est qu'on a à la fois des projets en 2D et des projets en 3D. Donc la question, c'est comment le projet est né et comment tout ce petit monde s'est mis ensemble. C'est une bonne question. Et donc, nous aussi, c'est un projet qui date d'il y a pas mal de temps. Mais avant de s'appeler Mystery Lane, c'était Clever, le personnage qu'on avait imaginé avec Jocelyn. Et l'idée de départ, c'est que c'était un cochon d'Inde à l'époque, pas un hamster, c'est pas la même chose. Et à l'époque, c'était le cochon d'Inde le plus intelligent du monde. Mais bon, c'était quand même un cochon d'Inde. Donc finalement, avec son compère, on voulait des personnages burlesques, un peu des losers. Et qui était un peu détective, mais ce n'était pas encore le point central. Et puis, on a tourné autour de cette idée pendant pas mal de temps. Et puis, un beau jour, on s'est dit, et pourquoi on n'en ferait pas des détectives à la Sherlock? Et là, l'idée, c'est un peu plus focalisée sur faire un nouveau Scooby-Doo. Donc, 2 hamsters détectives dans Londres et reprendre vraiment cette idée de faire de la demi-heure d'enquête, mais contrairement à Scooby-Doo, d'aller creuser un peu plus le cas d'enquête, que ce ne soit pas juste un prétexte pour avoir une série d'atmosphère, mais vraiment, est-ce qu'on pouvait faire une série basée sur des enquêtes un petit peu plus construites et que ce soit quand même adapté aux enfants. Donc c'était ça un peu notre pari et ça s'est cristallisé comme ça. Je suis plutôt content parce que quand j'ai vu l'épisode, là, je me disais que c'était un mix de, justement, ça m'avait fait penser à Scooby-Doo, à Sherlock Holmes et Hamtaro. Donc voilà, quoi, c'était... Cool,
J'ai eu tout bon, c'est super. Justement, après, sur l'écriture, comment le développement a commencé? Par exemple, avec la chaîne, comment vous avez travaillé? Est-ce que vous aussi, vous avez une convention de développement ou Je ne crois pas qu'on ait une convention de développement, je ne sais plus. En tout cas, on a une relation assez de longue date avec France Télévisions qui fait qu'on peut leur présenter des projets quand ils sont encore ce qu'on appelle des ugly babies, donc des projets pas encore aboutis. Et c'est vrai qu'on bénéficie du retour de Pierre Siracusa, notamment, qui est à la tête de l'unité jeunesse de France Télévisions sur le projet. Et je crois qu'on lui avait présenté la première version du projet là, dont parlait Antoine, que Bertrand avait déjà designé. Donc on avait des designs totalement différents avec des personnages vraiment de comédie totalement burlesque et avec des têtes de crétins. Donc, et après, on est revenu sur un positionnement très différent. Mais donc, c'est vrai qu'on partage avec France Télévisions toutes ces étapes du projet avant qu'il se cristallise autour de ce qui devient l'idée phare et où on sent que ça entraîne tout le monde. En revanche, ils ont voulu faire un panel avec des enfants quand on a présenté le premier. C'était un board, je crois, animé. Ouais. Une animatique sonorisée. Et ils ont tenu à faire un panel test pour voir si justement en termes de registre, comme on a des scènes pré-génériques qui sont un peu effrayantes et qu'il y a une narration justement où il y a peut-être un niveau de complexité différent de ce qui est habituellement dans les programmes jeunesse, ils voulaient être sûrs que ça trouvait du répondant auprès des enfants de la cible. Donc, et ça a été très positif. Oui, parce qu'en plus, pour présenter de temps en temps des animatiques, c'est vrai que c'est quand même pas évident pour un public qui ne sait pas ce que c'est un animatique. Alors, il y avait l'animatique et le développement visuel. Justement, à cette époque, on avait déjà abouti la bible graphique avec Alexandre sur la partie environnement et Bertrand sur la partie personnages. Et on avait fait aussi les personnages en 3D, ce qui permettait aux enfants comme de comprendre, de comprendre un peu plus ce qu'ils regardaient. Ouais, je serais vraiment... c'est une démarche assez intéressante parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ça et c'est plutôt cool d'avoir, enfin quand on est en train de faire une prod, d'avoir déjà un ressenti par le public. Bon, heureusement, ça s'est bien passé parce que si ça s'est bien passé, ça nous a même permis d'affiner 2 ou 3 petits curseurs sur les caractères des personnages et quelques éléments qui étaient importants qui nous ont permis nous de encore plus optimiser nos histoires. Et en termes de développement graphique, tous les deux, on a travaillé ensemble, je connais ton travail. Comment vous avez travaillé pour trouver les personnages ou même les ambiances de décor, etc. Comment vous avez travaillé ensemble et comment tout ça s'est venu? Déjà, on a travaillé plusieurs fois, puisqu'on Studio Harry est très fidèle et vraiment fait travailler la même équipe. Donc c'est vrai qu'on n'a même pas besoin de se parler. Non, en fait, très sincèrement, Bertrand et moi, on travaille vraiment à 2 endroits complètement différents. Et moi, dès que je reçois un personnage de Bertrand, en fait, je me cale un petit peu sur ce qu'il fait. Et je vais laisser Bertrand parler de la façon dont il a créé le personnage. Mais disons qu'il y a vraiment, au Studio Harry, il y a vraiment une relation assez de confiance. Parce que moi, j'ai la sensation que le financement n'est pas une pression pour nous en tant que graphistes. Souvent, il faut arriver à vendre à l'extérieur les choses. Et là, c'est vrai que pour ces projets, c'est toujours le plaisir avant tout de créer des choses. Et donc, il a vraiment la confiance. Et ça, c'est vraiment super pour créer, quand on est graphiste, et pas travailler que dans la contrainte ou des choses comme ça. Ouais, et je continue en disant que ça, c'est dû aussi, en fait, ils insistent beaucoup sur l'écriture, ce qui fait qu'on n'est jamais, enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais on se retrouve jamais à avoir la pression de devoir vendre quelque chose parce que le scénario est pas suffisamment abouti. Donc c'est l'écriture qui tire le graphisme et pas l'inverse. Donc voilà, un petit coup de remerciement au passage. Mais non, alors là, un coup de pas remerciement, c'est le design le plus long que j'ai fait, parce qu'il a commencé en 2009 et qu'il n'est pas encore passé à la télé. Donc j'ai fait un petit calcul un peu rapide.
Non, ça a été très très long parce qu'effectivement le processus d'écriture a été long. Ils sont passés de hamster, de cochon d'Inde à tête d'abruti. Et on essayait. Là, c'était très difficile. Ça a été très très long parce que je pense qu'il y avait des idées, des envies contradictoires. Mais comme souvent en écriture, on dit faut absolument faire, je sais pas moi, un mec très musclé. Et en fait, l'écriture, c'est une petite vieille, mais dans notre tête, c'est encore un mec très musclé. Et je pense que c'est ce truc-là qui a été long. Mais c'est pas si mal parce que justement, précisément, au bout d'un moment, on est obligé de trancher. Et on arrive à quelque chose généralement d'assez précis sur ce qu'on veut. Mais voilà, celui-là, il était très très long. Mais il est très réussi, mais il était très long. Mais par contre, moi, je suis hyper content du résultat. Ça, c'est surtout le truc que je retiens. C'est que tout ce temps de travail et d'élaboration, à la fin, se retrouve à l'écran. C'est-à-dire que c'est pas simplement un beau document graphique pour aller sur les marchés de l'anime. Voilà, donc ça fait du bien aussi de faire des designs dont on se dit non, c'est moi qui ai fait ça, c'est bien quand même. Parce qu'évidemment, derrière, il y a toute une équipe qui lui donne vie, qui le modélise, qui lui donne sa texture, qui lui donne sa lumière, etc. Et ça, là-dessus, on a assez peu de prise parce que, justement, en 3D, c'est un peu ce processus-là qui est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui interviennent sur le personnage plutôt qu'en 2D, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr, on est obligé de modéliser, texturer. Voilà, surtout et d'autant qu'il y a une interprétation aussi en 3D qui doit être faite parce qu'un design en 2D qui marche très bien, souvent en 3D, il y a des questionnements, quoi. Des choses qui sont induites par la 2D et d'un seul coup avec un vrai volume. Je sais pas, je pense à des paupières, par exemple. Et c'est sur des détails comme ça qui choquent pas du tout quand on dit oui, tout va très bien, mais quand on le met en 3D, d'un seul coup tu fais là il y a une couille dans le pâté. Voilà. On voit derrière le travail d'Alexandre, d'ailleurs, je pense, c'est des recherches que tu as faites. Justement, parlons un peu les deux réalisateurs. Là, vous êtes arrivés quand dans l'aventure? Et comment on passait par là, on a vu de la lumière. En fait, nous aussi, on est chez Harry depuis un moment, comme disait De Broek, qui sont assez fidèles, puisqu'on était avec Victor sur la saison 1, 2 et 3 de Grizzly et les Lemmings, qui est donc la production de Harry. Il y a aussi nos autres co-réalisateurs dans la salle qui sont là-bas, que je salue. Et du coup, c'était un peu la série suivante où on passait un peu le pas de Grizzly, c'était du 7 minutes non dialogué, et là on passait sur du 22 minutes dialogué. Donc je pense qu'il y avait un gros enjeu autant narratif que visuel dessus. Et du coup, Victor, on s'y est collé en 2018. On a commencé la première animatique justement qui a été présentée au panel d'enfants, elle a été faite en 2018. Il y avait beaucoup de choses à calibrer, justement. Et c'est intéressant, là, les designs qui passent derrière, on en voit, en fait, qui ont été un peu amendés par le panel d'enfants, parce que le premier QG de Clever, où elle recevait ses clients, était assez sombre. Il y avait un peu ce côté vieux, british et tout, qui a fait peur un petit peu aux enfants. Donc on a complètement remanié pour donner un truc très chaleureux, pour que tout ce qui soit au QG avec Clever... Qui n'existe absolument pas en Angleterre. Oui. Du coup, voilà, ça fait partie des choses qui ont évolué, justement, suite au panel. Et donc le passage justement entre un exercice cartoon où ça parle pas et où il faut inventer un truc pratiquement toutes les secondes et quelque chose d'un peu plus posé, ne serait-ce que parce qu'il y a des dialogues et qui de temps en temps il faut quand même qu'on soit sur les personnages pour qu'ils racontent ce qu'ils ont à dire. Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, c'est vrai que la série est assez ambitieuse et donc, pour développer un peu le style de mise en scène, on a travaillé tous les deux sur le premier épisode, vraiment en coréal. Et ça a duré assez longtemps sur le premier épisode. En l'animatique, on a eu beaucoup d'itérations pour plus d'action, moins d'action, plus de dialogue. On a fait plusieurs essais. Ce qu'on a essayé de faire à chaque fois qu'on travaillait sur un épisode, c'est de se replonger dans l'état d'esprit qu'on était quand on a lu la première fois un scénario, quand on lit un scénario qu'on nous envoyait José Antoine. Enfin, moi, en tout cas, j'étais à fond dans l'histoire et je voulais vous savoir la suite. J'étais des sensations qu'on a essayé après de toujours garder ça en tête. La première sensation qu'on a eue
en lisant le scénario, on essayait de la remettre en image et que le spectateur ait la même sensation parce que le scénario est bien et c'est la base de l'histoire, des enquêtes et tout ça. Et c'est vraiment ça la clé en fait de cette série. C'est le scénario et l'enquête et les dénouements et la manière dont Clever résout tout ça. Et le travail justement avec l'écriture, il y avait à peu près combien de personnes qui bossaient sur les scénarios? C'est vraiment quelque chose qu'on a écrit à 3 avec Jocelyn et avec ma fille, qui est un peu mon binôme. Et on a travaillé longtemps, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être plus de 2 ans, sur toute cette écriture. Et on a continué à écrire, même quand on a commencé à mettre les réals dans la boucle, on reprenait sans arrêt les histoires pour aller plus loin, pour essayer de rentrer dans le format aussi, comme tu disais tout à l'heure, c'était souvent trop long. Et en fait, c'est ça, on n'était pas dans un standard d'écriture où on passe X heures sur un script. Là, on n'a pas compté les heures, donc je ne pourrais pas dire combien de temps ça a pris, mais très longtemps. Mais donc, quand vous avez... Parce que bon, c'est quand même des gros épisodes à écrire. Donc, vous aviez quand même, au moment de l'entrée en production hard, vous aviez quand même pas mal d'écriture d'avance Oui, parce qu'on a commencé très en avance par rapport à la prod. Et donc, on avait quand même pas mal de tampons. Et puis, en fait, comme on est à la fois producteur et auteur, en fait, on se donne un peu le temps qu'on veut et puis on se met nous-mêmes la pression, donc c'est assez pratique. Ou pas. Si, on se la met. Je vais juste dire que l'épisode qu'ont vu les adhérents, ça s'appelle Le secret des Templiers et c'est l'histoire d'un enlèvement de hamster par le chevalier maléfique qui lance un défi à Clever. Et là, on rencontre un pigeon complètement speed là, qui file un coup d'aile au hamster pour résoudre l'énigme. Le pigeon est pas mal dans cet épisode-là, je trouve. Et puis même l'animation, tout ça. Enfin, le personnage est vraiment sympa et l'anime, elle est cool de ce personnage. Donc, c'est réalisé par cet épisode. J'ai oublié de vous demander d'ailleurs par Cédric Lachenot. L'histoire est écrite par vous deux, donc. Et l'épisode est bordé par Fanny Marceau. Et donc, comment vous avez travaillé, juste pour finir, sur la série? Est-ce que vous êtes partagé les épisodes ou... Ce que disait Victor avant, c'est qu'on a fait le premier épisode ensemble, Ouais. vraiment de bout en bout, pour caler toute la charte de réalisation et se poser toutes les questions de la série ensemble. Et après, on a décidé de se répartir les épisodes, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on fonctionnait sur Grésy, où il y a 78 épisodes, donc c'est en fait plus simple de se répartir, tout en échangeant en fait au fur et à mesure. On regardait évidemment les épisodes de l'autre, en se donnant des conseils, en disant « Ah, moi j'ai fait ça dans un épisode, ça marche bien, reprends-le ». Mais c'était chacun gérait son épisode après le premier, quoi. Et est-ce que vous regardiez le travail de l'autre ou... Oui, bien sûr. Ah, c'est de la merde. Celui-là est très très nul. Je vous remercie beaucoup. Ça y est, le temps est écoulé. On les applaudit. Merci. Et alors, maintenant, on va passer à Oscar et Malika. Alors, c'est Oscar et Malika ou Oscar et Malika toujours en retard? Ouais, ok. Donc, à Oscar et Malika toujours en retard. Donc, c'est l'histoire d'un gamin et d'une gamine qui arrivent tous les jours en retard à l'école. Ça me rappelle quelqu'un. Mais pourquoi donc? Parce qu'il leur arrive des aventures extraordinaires sur leur chemin et bien entendu, personne ne les croit. C'est une série d'animation en 2D de 50 x 11 minutes et c'est la 2e saison. Et on regarde un extrait. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui ? Regarde ce que ma tante m'a rapporté d'Australie! Un
un vrai Regarde. Pas mal, hein? Un vrai danger public. Non, mais ça c'est à cause du terrain. Il faudra trouver un endroit complètement désert. Bah, t'as qu'à aller à la décharge. Mais oui, Malika, t'es géniale. Je ferais mieux de me taire, moi. Un petit vent d'ouest. Parfait. Ouvre bien les yeux. Il va revenir. Il revient toujours. Hein? Oscar, je suis pas sûre que ce soit ton boomerang, ça. Waouh, une spationaute. Oh, désolée, madame. J'avais pas prévu que vous atterririez sur la trajectoire du boomerang. Moi non plus. J'aurais préféré rester tout là-haut sur la station spatiale. Excusez-moi, mais quelle station spatiale? Et pourquoi vous avez atterri ici? Je m'appelle Cléo. Je travaille avec mon collègue Bobby dans une station secrète de recherche en orbite autour de la Terre. Notre dernier projet est un réacteur à ondes gravitationnelles. Avec ça, on pourrait produire une énergie propre et infinie. Mais le réacteur n'est pas au point. Si on l'active maintenant, toute la gravité autour de la Terre sera perturbée. Les satellites s'écraseront en causant des dégâts immenses. Et Bobby a prévu de l'activer car il pense que le réacteur fonctionne parfaitement bien. Moi, j'ai voulu l'arrêter, mais il m'a éjecté de la station. Quoi? Mais il est fou! Non, Bobby est un génie. Il n'a pas de mauvaises intentions, mais ce projet lui tient beaucoup trop à cœur. Pas de temps à perdre, il faut que j'y retourne au plus vite. Mais mon module est... hors service. Allons voir le professeur Toyboss. Lui aussi, c'est un scientifique. Il saura quoi faire. Pourquoi pas? De toute façon, c'est sans doute ma seule chance de pouvoir arriver à temps. Ah oui, tout à fait. Maintenant que vous le dites, je crois bien avoir construit une fusée il y a quelque temps, mais je sais plus où je l'ai rangée. Excusez-moi, c'est peut-être ça, professeur? Ah oui! La voilà! Merci, professeur. Il n'y a pas une seconde à perdre. On vient avec vous! Non, je ne crois pas, non. Des enfants comme vous n'ont rien à faire dans l'espace. Vous avez parfaitement raison. Un vol dans l'espace, c'est du sérieux. Je viens avec vous. Bon, d'accord, mais dépêchez-vous. Je vais chercher mon équipement. J'en ai pour une seconde. Prenez place, professeur. Nous allons bientôt décoller. C'est bon, je suis prêt. Allumage des propulseurs d'appoint. Bien reçu, commandant. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Donc, la Bible littéraire, j'ai pas trouvé le nom sur le générique de début. Peter Seslin et Sylvain Huchet. Ah oui, parce qu'après c'est créé, pardon, excusez-moi. Donc c'est dessiné par Antoine Biraud, Nathanaël Ferdinand, Jérémy Guiter, David Mingot, et vous m'expliquerez pourquoi vous avez mis dessiné et pas bibliographique. Une série donc créée par Sylvain Huchet et Peter Seslin, excusez-moi. Seslin, je vais y arriver. Oh là 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 là. Donc c'est réalisé par Jérémy Guiter et Édouard Cushman. La musique est de Franck Hédin et Nathalie Loriot. C'est une production Next Media, pardon, je vais y arriver, avec la participation de France Télévisions, Super RTL et Canal J. Et c'est produit par Philippe Alessandri et Sylvain Huchet. Donc c'est la deuxième saison, bravo déjà. Et comment le projet est né, comment ça s'est mis en place, tout ça? Le projet est né en 2015, ce qui fait qu'aujourd'hui, Oscar et Malika sont proches de leur âge réel, ils ont 8 ans. Et après 8 ans, il y a 2 saisons à l'antenne, une 3e saison en production. La série a été lancée en octobre 2018 et depuis octobre 2018, donc depuis quasiment 5 ans, la série n'a jamais quitté l'antenne de France 4. Elle a été diffusée tous les jours depuis 5 ans sur France 4, pour notre plus grand plaisir. C'est Sylvain Huchet
qui était un jeune collaborateur de notre équipe lorsque j'étais encore chez Téléimages et Zodiac, qui est venu avec cette idée. Et évidemment, n'importe quel producteur aurait accepté cette idée parce qu'elle est géniale, elle est universelle. Et elle permet de faire du fantastique inscrit dans la réalité quotidienne des enfants. Voilà. Le seul problème qu'il y avait, c'est que Sylvain avait créé une buddy comédie avec 2 personnages masculins, donc c'est Oscar et Mehdi. Et je lui ai dit, écoute, je crois qu'il va falloir changer et mettre une fille à la place de Mehdi. Il m'a dit, non, les buddy comédies, c'est 2 mecs. Et puis, dès les premiers rendez-vous à France Télévisions et Super RTL, la demande est arrivée dès la 2e phrase. Voilà. Et on a fait appel... voilà, pour la création graphique, Sylvain avait trouvé ce magnifique créateur graphique avec lequel on a beaucoup travaillé par la suite, qui s'appelle David Mingot. Et comme vous avez vu, on a un style très très Cartoon Network. Et c'est la 2e chose que je lui ai dit. Je lui ai dit, il est génial le style, mais tu vas voir, il va falloir le changer quand même, il va falloir l'adapter. Et c'est là que on a fait appel à Jérémy, à qui on avait fait passer un test. On lui avait donné un premier scénario écrit par Peter et Sylvain. Et on lui a demandé ce qu'il pensait du scénario. Et il nous a fait des remarques tellement pertinentes que je me suis dit, tiens, là, je crois qu'on a le réalisateur de la série. Eh ben. Et Edouard était notre chef board chez un border chez Téléimages. Et donc, on a souhaité lui confier la responsabilité d'être le chef board sur la première saison de Oscar et Malika. Il est devenu réalisateur avec Jérémy sur la 2e et il va réaliser la 3e. Donc la 3e, elle est en cours en pré-prod, quoi. Vous êtes en pré-prod pour Est-ce que ça marche? Oui. On est en train de travailler dessus là en ce moment. On est à l'écriture beaucoup et le premier board vient de commencer. En même temps, c'est moi qui le fais, donc voilà. Mais on attend l'équipe. J'attends l'équipe impatiemment, mais c'est en train de se mettre en place et ça attaque la 3e saison. Et donc sur l'écriture, combien de scénaristes vous avez usé alors, ou alors c'est une petite équipe ou Alors moi, je n'étais pas dans l'équipe d'écriture après le développement, mais j'avais travaillé avec Sylvain sur Bascup. Et il m'avait téléphoné avec cette idée pour... c'était 2 losers qui ne pouvaient pas arriver à l'heure. Et moi, j'adorais. Et donc, on avait travaillé là-dessus, et puis ça a changé, comme Philippe a dit. Et donc, ça devient plus des aventures. Et donc, pour l'écriture, vous avez commencé avec une petite... Moi, j'aime bien travailler avec une petite équipe de 6-7 auteurs et, au fur et à mesure, ajuster. Mais peut-être tu pourras parler plus sur ça que moi. C'est vrai qu'on a testé beaucoup d'auteurs français et certains, comme d'habitude, ont mieux réussi que d'autres. Donc il y a certains auteurs qui sont revenus de saison en saison. Mais une des difficultés, c'est quand même de renouveler la formule et d'imaginer des antagonistes nouveaux. Et donc c'est aussi intéressant sur ce type de série de faire venir de nouveaux scénaristes à chaque saison. Et donc, sachant qu'on a eu la chance d'avoir le même conseiller de programme, Jean-Baptiste Lamotte, qui a été à la fois présent, voilà, qui a été présent avec vigilance et surtout bienveillance. Et c'est très important d'avoir, enfin c'est très utile d'avoir le même conseiller de programme qui nous suit de saison en saison, parce qu'on construit le même historique, la même expérience, et ça a été formidable. Ouais, puis tu peux pas lui revendre 2 fois la même histoire parce qu'il s'en souvient. Mais pour avoir vu quelques épisodes, à chaque fois que c'est des nouveaux personnages, des nouveaux environnements, pareil, c'est en termes de production, ça coûte très cher. Ça coûte cher, ouais. Merci de le dire. Non, mais bon. Jean-Baptiste. Je travaille avec des producteurs qui sont toujours en train de me dire, fais gaffe, Jean-Luc, à ça. Et donc je vois tout de suite quand on est tout le temps dans un environnement différent, avec des personnages différents, même si, par exemple, en 3D, par exemple, sur les Mystérieuses Cités d'Or, j'avais mis au point, enfin, on avait mis au point une espèce de technique où on avait des gros, des grands, des petits, etc., et qu'on les réhabillait, réagençait, mais en 2D, c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, tu as raison, c'est une série gourmande en décor et en personnages, et qui dit personnage dit build. Et c'est d'autant plus coûteux que nous, on a fait le pari de faire l'essentiel de l'animation en France.
Voilà, donc pour y arriver, on se pose quand même quelques contraintes à l'écriture. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et puis, on a un système de mise en scène. Là, il faut que Édouard et Jérémy prennent la parole, prennent le relais, parce qu'ils ont inventé, enfin Jérémy puis Édouard ont inventé une mise en scène qui permet quand même d'optimiser la production. Et en optimisant la production, on peut l'animer en France. Plutôt que de l'animer en Asie, c'est plus sympa. Eh ben, quel enchaînement d'enfer. Quelles sont ces recettes? On les garde, elles sont secrètes. On n'en parlera pas. Non, mais c'est qu'en fait, Oscar et Malika, ils sont dans un quartier qui va revenir à tous les épisodes. Donc la difficulté, ça a vraiment été de créer tout ce quartier et de le rendre vivant, en fait, crédible, qu'on y croit, donc on croise toujours les mêmes personnes, etc. Donc en fait, sur cette première saison, je dirais que ça a été un peu un coup, et on a beaucoup sué, mais du coup, ça nous a permis d'avoir beaucoup d'éléments pour les saisons suivantes. Et ce qui m'avait plu avec ce projet, c'est vraiment le concept, déjà, qui est que deux enfants maison mitoyenne doivent faire le trajet jusqu'à l'école. Et quand ils arrivent en retard, en fait, ils racontent leur histoire à la maîtresse et elle ne les croit pas. Et il y a vraiment cette phrase qui m'avait catch-up où il disait « Il nous est arrivé quelque chose d'incroyable aujourd'hui ». Et en fait, quand je lisais les tout premiers scénarios, qui étaient très très bien, je me disais c'est bien, il y a plein de choses, mais c'est pas assez incroyable. Donc ça a vraiment été le gros enjeu de cette première saison. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que ça a été un petit peu coûteux, c'est qu'on a vraiment essayé de presque faire des courts-métrages et pas vraiment une suite d'épisodes où on a l'impression de voir un peu la même chose, de réutiliser les assets, etc., etc. Donc ça crée vraiment un lore, un univers qui est vraiment très très vaste. Et du coup, comme je disais, on a pu enchaîner sur les autres saisons avec plein de lieux différents et qui nous ont permis de créer de nouvelles histoires dans ces lieux-là. Mais forcément, ça a été un coup pour cette première saison-là. Oui, évidemment, il y avait une mise en place qui était déjà faite sur des personnages aussi qu'on va retrouver, sur des lieux qu'on va retrouver, etc. Donc la base de la première saison, évidemment, a beaucoup nourri celle de la deuxième. En tout cas, a fait une base très stable pour attaquer dedans. Et pour répondre très directement à la question, je ne sais pas s'il y a exactement des recettes miracles pour optimiser les coûts. Si, on a sur des détails, mais après, c'est toujours des questions de curseur, juste au niveau du board, etc. De dire là, on va trop loin, là, on va pas assez loin. Ou là, on calme le jeu pour pouvoir le grossir sur la fin de l'épisode, car vous avez raté la fin de l'épisode de la Spationaute, mais c'est incroyable ce qui se passe à la fin. Tout le budget, vous verrez, tout le budget est toujours dans la deuxième partie de toute façon. Mais je voudrais quand même tirer mon petit chapeau imaginaire à beaucoup d'animateurs français. On en a dans les équipes. Moi, je trouve que les équipes sont assez furieuses, qu'elles ont fait notamment sur la première saison, certes, mais j'ai l'impression qu'elles étaient encore plus rodées sur la deuxième saison. Je trouve qu'elles ont fait des merveilles. Et certes, on met des curseurs, on économise des coûts, mais au final, on a aussi des équipes qui cravachent derrière et qui sont très talentueuses. Et d'ailleurs, ça a été animé où alors Au studio, chez nous à Paris, et puis un peu à Lille aussi, parce qu'on a un studio à Lille. Donc tout fait pas intégralement, parce que par exemple en première saison on avait une coproduction avec l'Australie, donc on a essayé d'animer 13 épisodes en Australie, c'était compliqué. Et les épisodes rebondissants. Ouais, mais c'était compliqué, il a fallu les retaper pas mal. Si par rebondissant ça veut dire tout refaire, ouais. Je devrais pas dire ça. J'espère qu'il n'y a pas d'Australiens dans la salle. Par rapport à cette animation, c'est vrai que le premier épisode, c'est toujours un peu qui suit, la première saison, il est pot cassé, et les assets sont mieux faits, et les animateurs les ont plus en main aussi, et c'est quand même plus simple. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même un projet ambitieux. Après, là, concrètement, sur la nouvelle saison qui va arriver, est-ce que vous changez quelque chose dans la recette par rapport aux histoires, etc., ou la recette reste la même ? La recette ne change pas fondamentalement. Il y a quelques éléments qui sont un petit peu nouveaux, amenés par des choses des anciennes saisons, mais ça reste relativement du détail. La recette est un peu la même. Après, on retravaille quand même avec des personnages qu'on retrouve, parce qu'on sait et on repère avec les diffusions aussi quels sont les personnages que les enfants aiment bien, entre autres, ou quels sont les personnages qui marchent bien à l'écriture. On essaye parfois de faire des combinaisons un peu amusantes entre deux personnages de deux épisodes différents, où on se dit qu'en les matchant ensemble, ça pourrait faire un petit combo gagnant, et évidemment des nouveautés toujours, puisqu'il en faut. C'est aussi la petite promesse d'une aventure différente à chaque fois. Donc des bases et de la nouveauté, mais on a quand même des bases qui reviennent.
Ok, alors nous, on a, juste pour vous dire quand même quel épisode on a regardé, les adhérents de la Graffe ont voté donc sur une histoire délirante d'une huche à pain qui est abandonnée, et donc la huche à pain était habitée par l'esprit de la maison qui vivait donc à l'intérieur, avec un espèce de personnage là qui vient squatter la maison. Donc c'était écrit par Stéphanie Talon et bordé par Cédric Garneri. Merci. J'ai du mal avec c'est ma dyslexie là, qui revient tout le temps, excusez-moi. Je crois qu'on va pouvoir vous dire merci, car Merci je à crois vous. que le temps était... Merci beaucoup. On peut les applaudir. Et donc, après un projet en 2D, on repasse à un projet en 3D. Donc, on va passer maintenant à Pirate, qui est un projet en 3D de 52 fois 11 minutes. Un univers d'île de pirates habité par des corsaires gonflables. Donc, des personnages en passant par les décors, les bateaux. Tout est gonflable. Le plastique, c'est fantastique. 3 crews, 2 teachers, 9 contenders. But only one can be the greatest pirate of them all. And that, my friends, is gonna be me. Okay, maybe not just yet. So, what is a pirate exactly? More like what isn't a pirate? Well, we do it all. Swashbuckling, cannonballing, inflating, deflating, flying, fighting, shark chasing, treasure hunting, dancing. You weren't supposed to see that. Belly flopping, mermaiding, laughing, cheering, singing, and of course, sailing the 7 seas. Whatever it is, Captain Lamar and Duncan are teaching us everything there is to know. And even when things go off the deep end, our crewmates always have our backs. So, think you can keep up? Pirates! La Bible littéraire, c'est Guillaume Errand et Benjamin Bunel, merci. Les auteurs graphiques, c'est Karine Inder, oh là 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 là. La direction artistique, Anthony Vivien. C'est une série donc créée par Guillaume Errand, Benjamin Bunel et Karine Inder. La réalisation, Arnaud Bourron. La musique de Franck Marchal et David François Moreau. Production Cube Interactive Production et Xilam Animation, avec la participation de TF1. Et c'est produit par Lionel Fage et Magid Louki, qui étaient les anciens patrons de Cube, et maintenant par Cécile, Ergo et Sam. Salut. Allons-y. Alors, moi, je connais un petit peu je triche parce que je connais un petit peu le projet, d'où il vient, mais vous autres, non. Donc, comment est né ce magnifique projet ? Alors, Pirate, c'est Pirate au pluriel. C'est inspiré d'un court-métrage Pirate au singulier, qui était en fait mon court-métrage étudiant que j'ai réalisé en 2003. Donc, on parlait tout à l'heure de vieux projets. Là, je crois qu'on bat tous les records. Alors, Pirate a été créé au singulier en 2003. C'est un projet qui a fait son petit bonhomme de chemin dans les festivals et puis qui, après, petit à petit, s'est endormi dans les cartons. Jusqu'en 2008, où un studio d'animation nous a démarché, mon binôme de l'époque et moi, pour nous dire on a beaucoup aimé votre court-métrage de l'époque, on aimerait bien en faire une série. Donc c'est tiens, pourquoi pas. On avait commencé à travailler dessus, mais moi j'étais déjà en poste chez Illumination, mon binôme était déjà en poste ailleurs. Le studio nous a dit ça va pas assez vite, on va prendre les choses en main, on va garder ça, on aimerait bien le faire pour nous. La collaboration très courte s'est arrêtée là, mais l'idée était née. Il y a un intérêt, il y a moyen d'en faire une série. Et comme j'étais chez Illumination à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi faire une série ? On va voir grand, on va faire du long métrage. Sauf que le long métrage, c'est très compliqué à vendre. Donc on s'est dit, finalement, on va faire de la série. Et j'ai commencé à travailler dessus tout seul. Je me suis rendu compte que c'était pas mon métier.
de développer ça. Donc je me suis associé à mon ami d'enfance, Benjamin, qui est là, qui lui est scénariste, réalisateur de métier. Et je lui ai dit, écoute, j'ai un projet d'animation, est-ce que ça t'intéresse ? Il m'a dit oui, évidemment. On a commencé à travailler là-dessus ensemble, donc on était en 2011. On a développé plein d'idées, on s'est reparti dans les cartons, on a ressorti, on a eu d'autres idées, on faisait des séances, on aurait dit une enquête policière avec des post-it partout et des ficelles et des plans et des choses comme ça. C'est reparti dans les cartons, c'est ressorti. On commençait à avoir une bible littéraire à peu près crédible, il nous manquait l'image. On a fait une campagne de crowdfunding pour essayer de trouver un auteur graphique qu'on a trouvé, Karine, qui était en fait une copine à moi de longtemps avant, que j'avais rencontrée quand j'étais en stage à l'école. Qui a dit votre projet il est super, je vais me faire les dessins, vous allez voir ça va être très bien, et c'était très bien. On a eu cette bible littéraire, cette bible graphique, restait à trouver un studio. On en a démarché quelques-uns, dont Cube, qui est là. Cube, donc avec Lionel Fage qui était aux commandes à l'époque, et Lionel Fage qui était aussi présent en 2003. Quand tu as présenté le film d'école, ouais. Exactement. Ouais, parce que je le voyais tout le temps à Supinfocom, Lionel. Voilà, et il était là en 2003. Il a fait, je me souviens très bien de ton court-métrage que j'ai beaucoup aimé à l'époque. Ok, on va faire ça en série. Et c'est comme ça que le projet s'est lancé. Eh ben, ouais, mes copains d'enfance, bon, je fais de la moto avec, mais sinon, ils font du béton, des trucs comme ça. Ça sert à tous les scénarios. Moi, j'ai la petite spécificité que je fais pas d'anime en fait. Moi, je suis un peu le touriste ici, c'est-à-dire que je fais de la fiction live. Donc pour moi, c'était complètement nouveau. Et je me suis dit, ça va être génial. On va pouvoir, avec des pirates gonflables, on va pouvoir faire des trucs de fou. Et puis une fois qu'on est rentré un peu dans le dur de la préparation du développement, on m'a dit, on se calme. Il y a des délais, il y a des budgets. J'ai fait donc il y a quand même des liens entre les deux mondes. Et voilà, on peut pas tout faire, mais on peut faire beaucoup de choses. Mais voilà. Donc pour moi, c'était. Et pour l'instant, c'est ma seule expérience en anime, mais c'était extraordinaire parce que j'ai appris énormément de choses et voilà. Bref, c'est le petit aparté. Et toi, Arnaud, t'es arrivé quand alors dans le projet ? Bien après, quand tout était prêt. Lionel et Marc Dupont-Avis et Audrey Serre, qui est là-bas, salut Audrey, sont venus me voir. On m'a démarché en fait, on m'a présenté cette série avec un pilote qui était vraiment génial. Et le high concept de Pirates, de tout gonflable, tout en plastique, donc tout peut se dégonfler, tout peut se percer, tout peut fuir. Voilà. Et puis, j'avais jamais travaillé avec Cube, et ça faisait longtemps que je voulais un peu rencontrer ces gens-là, parce qu'on s'était déjà croisés, mais ratés, on va dire. Et je suis arrivé au bon moment, parce que c'était un peu c'est pas la fin de Cube, mais ça venait d'être acheté par Xilam. Non, c'est la fin d'un Cube. Non, c'est pas la fin de Cube. Peu, je vous rassure. C'était une super expérience parce qu'effectivement, travailler chez Cube, alors c'était le confinement, donc c'était un peu bizarre aussi parce qu'on a beaucoup travaillé chez nous, on s'est peu vus. En tout cas, on se voyait avec des masques et tout ça, donc c'était comme tout le monde, quoi. On avait connu ce truc-là. Mais c'était une super expérience, super équipe, gros staff technique. J'allais dire toute l'anime, mais pas toute l'anime en France, mais beaucoup entre Xiliam Lyon et Cube. Donc ça aussi, c'était assez confortable. Et voilà, un résultat vraiment cool. Ouais, je tiens à le dire, en tant que réalisateur, depuis qu'on fait de l'animation en France, c'est quand même vachement bien. J'ai fait de l'animation avec des Chinois, avec des Coréens, avec des Indiens, avec des Vietnamiens, avec des Lettoniens, et c'est quand même plus intéressant et plus facile quand ça vient en France. Donc merci au CNC et aux producteurs. T'es arrivée comment dans le projet alors, Cécile ? Alors, moi, à la base, j'étais directrice de studio chez Cube pendant quelques années. J'aimerais juste revenir sur ce qu'on disait sur Lionel et Magid, et notamment sur Lionel qui a fait un travail pendant ces 20 dernières années chez Cube et même auparavant chez Exmac, un très très gros travail de recherche de jeunes talents. Il a été présent dans énormément d'écoles et c'était dans ce contexte-là qu'il avait vu aussi Pfirat. Et c'est quelqu'un qui a toujours laissé sa chance à des jeunes auteurs et qui croit à des projets alors que d'autres producteurs n'y croient pas.
Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il a déployé une énergie formidable, comme pour d'autres projets, pour l'amener aussi à ce format de 52 x 11. Côté Cube, on avait déjà Kaelou qui en était à sa 3e saison, si je ne dis pas de bêtises. Et on a lancé le grand projet Lionel, qui était à la fois un projet côté producteur et côté studio. C'était d'aller vers du format plus long, donc sur du 11 minutes. Et c'est le moment où on a à la fois lancé Tangres Animaux et Pirate. Donc là, on est en 2000... le développement s'est accéléré et on est entré en fabrication sur les 2 projets Tangres Animaux et Pirate en 2019, juste au moment du Covid, donc c'était formidable. Je tiens aussi à remercier Audrey qui est dans la salle, Sarah Tessier-Micot qui a été la directrice de prod du projet aussi, qui a fait un travail formidable. Et donc, dans ce contexte-là, on a effectivement fait toute la fabrication, sauf une partie de l'animation qui est partie en Inde, chez un studio qui était super aussi. On a eu un gros défi technique aussi, qui était le passage à Blender. Parce que en 2018, on a fait ce switch, on était sous 3ds Max, de passer sous Blender, et aussi de déployer cette techno chez nos partenaires, que ce soit chez Xilam Lyon ou chez FilmCGI en Inde. Voilà. Donc moi, au milieu de tout ça, je vous avoue que je n'ai pas une très grande légitimité ce soir parce que j'étais sur la direction de studio, donc sur la partie fabrication, mais toute la partie... Ouais, tu as quand même bossé dessus, quoi. Oui, bien sûr. Oui, Cécile. Bien sûr. Voilà. Mais c'est sûr que sur la partie producteur, c'est vraiment le travail conjoint de Lionel et d'Audrey qui nous a apporté jusque-là. Et je tiens à les en remercier. On peut applaudir déjà Lionel, ouais. Qui est en retraite, ça y est, qui est en retraite maintenant ou encore entre deux eaux? Ah, il est sur ouais, il a plein de projets. Je ne sais pas s'il a lâché l'affaire encore, je ne suis pas certain. Sur l'écriture, justement, après, est-ce qu'il y a eu une grosse équipe ou est-ce que c'était une équipe... Alors, c'était Hervé Nadler, le directeur d'écriture. J'ai oublié de le citer, d'ailleurs. Alors, excuse-moi, Hervé. Grosse équipe, je pense, mais alors je ne sais pas exactement combien. Je ne pourrais pas répondre. Et ben moi non plus. Il faudrait demander à Hervé. Ah, Audrey nous fait un geste. On signale dans le micro 10 personnes. 10 8 Ouais, donc on dira une équipe pas si grosse que ça. Ouais, presque normale. Donc, alors, Hervé s'est occupé de la direction d'écriture. Donc, en fait, tu t'es occupé du développement et après... En fait, nous, on a écrit l'épisode... on a déjà la Bible littéraire et après les premiers épisodes, dans un premier temps avec Cube. Après, quand il y a eu TF1, il y a eu une nouvelle phase de refonte et aussi avec l'arrivée de Xilam, où là aussi il y a une refonte à laquelle nous on a participé, même si c'est vrai que beaucoup de choses ont été redéfinies, et aussi avec Hervé et toi derrière aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Non, moi c'est vrai que j'avais d'autres occupations, donc je suis assez vite passé à autre chose, même si j'ai écrit des épisodes. Mais voilà, c'est Guillaume a écrit et aussi réalisé 3 des épisodes. Voilà, et Arnaud le reste. Et après, c'est aussi... Moi, j'étais junior, donc c'est vrai que c'est surtout la partie bible littéraire et le projet, l'accompagnement du projet. Je suis quand même sur une dizaine d'années, même si... voilà, et je suis très fier. Ce soir, c'est un peu une forme de consécration. Enfin, je trouve pour nous deux, c'est une bonne manière d'aboutir ce projet. Voilà, en espérant qu'il y ait peut-être une deuxième saison. Ça, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un projet qui... moi, je n'étais pas réalisateur à la base. J'ai fait de l'animation pendant longtemps. C'est un projet qui m'a mis le pied à l'étrier sur beaucoup de postes. Scénariste, réalisateur, storyboarder, superviseur un peu de tous ces départements-là. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire trois épisodes sur la série, dont 2 que j'avais moi-même écrits. Je remercie d'ailleurs beaucoup Hervé là-dessus, parce que j'ai trouvé que c'était un chouette directeur d'écriture. Et il m'a dit une chose que j'oublierai jamais, c'est « écris ce que tu vois ». Parce que moi j'écrivais le soleil se couche sur les roseaux machin, on n'en a rien à foutre, le soleil se couche, point, et c'est ce que tu verras à l'image, et c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup servi pour la suite. Ensuite, Arnaud aussi, qui est quand même le réalisateur principal de la série, a beaucoup défriché. Donc quand moi je suis arrivé sur le projet, c'était les pièces d'un puzzle, on m'a dit les persos c'est ça, les décors c'est ça, voilà, moi j'ai pris les morceaux, j'ai assemblé tout ça.
Ça, c'était super facile. Aujourd'hui, je suis sur un autre projet. C'est moi qui le prends en main. C'est une autre histoire. Donc, merci Arnaud. J'ai cru que le métier de réalisateur était beau et facile. Non. Il est beau, mais il n'est pas aussi facile que ça. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience. Eh ben, là-dessus, vous êtes encore en production ou ça y est, cette première saison est terminée? Ah non, non, c'est fini depuis 2021. Depuis Ah ouais. Je suis complètement à la ramasse, moi. Excusez-moi. Les derniers mix, je crois que c'était janvier 2022, ouais, un truc comme ça. D'accord, donc c'est à l'antenne en ce moment. Ça, je pense, je crois. Oui, c'est encore à l'antenne. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question à poser? Oui, non, il faut que je dise un truc, c'est ça que je le dis tout de suite avant d'oublier. Donc nous, l'épisode qu'on a vu avec les adhérents pour voter, c'est Pat le Fier. Donc réalisé par toi, Arnaud. C'est une histoire écrite par Arnaud Boron aussi, et bordée par Morgane Brisson. Et le scénario, c'est une course de bateau gonflable avec des moustiques gonflés à l'hélium. Et c'était assez marrant de voir ces... N'importe quoi. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Parce que, chaque série a... je sais pas, par exemple, sur Oscar et Malika, c'est vrai que le truc, c'est d'arriver avec le même principe d'histoire, d'arriver à retrouver à nouveau un second souffle pour chaque fois raconter une autre histoire, etc. Et vous, de se retrouver dans cet univers gonflable qui donc a des sortes d'obligations, des contraintes hyper complexes, et d'arriver à trouver, ça m'a bien fait marrer ce petit moustique là qui se shoot à l'hélium là, qui gonfle à chaque fois qu'il pique. Parce que quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, s'il va piquer, l'autre va se dégonfler comme ça. En fait, non, c'était rigolo, quoi. Donc, bravo. Et puis, voilà, comme dirait l'autre, c'est terminé pour vous. On applaudit bien fort. Merci. Et maintenant, hop, le dernier, que je m'embête pas dans les... Le dernier, la dernière série, c'est Rune. On regarde la vidéo et après on invite l'équipe sur scène. À partir de maintenant, plus de Guillaume. Ton identité doit rester secrète. Allez, répète-moi ton histoire. Je me nomme Hugo. Ma cousine Cécile m'a recueilli après la mort de mes parents dans l'incendie de notre ferme. J'habite depuis lors avec elle et ses 2 filles. C'est toi! Non, moi je suis personne! Les runes l'ont dit! Il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois trouver la grotte! Eh bien, parlez! Où est-il? Il nous a échappé. Il semble que sa mère et son tuteur aient organisé sa fuite. Nous devons retrouver cet enfant. Je vous le promets. C'est toi, Guillaume de Normandie? Mais si tu es l'héritier du duc, alors tu es aussi le descendant de Roland. C'est pour ça qu'Alguide t'apprend la magie des runes. C'est à toi qu'il revient de renouveler le sortilège qui emprisonnera Loki, le dieu du chaos. Tu es l'héritier de Roland. Il n'y a que toi qui puisse le faire. Tu penses que ce serait la grotte de Baligan? C'est la grotte dont parlait Alguide. La magie des runes doit s'exprimer à travers toi. Ewaz, Gebo, Manaz. Le sortilège de Roland est sur le point de se rompre. Il faut empêcher ça. Il n'y aura bientôt plus de Normandie si on ne fait rien. Quand Loki déchaînera sa fureur, personne sera à l'abri nulle part. Alors c'est à nous de protéger la Normandie. J'invite l'équipe, donc Guillaume Votalan et Sébastien Ourcel qui ont l'idée originale et la Bible littéraire. Arche narrative, Christophe Courtry, Fiona Gorin et Marie Manant. Bip graphique, Marion Bulot. Réalisation, Jean-Louis Van Destock. Musique, Ali Ovarson. Ça veut dire le fils de... Adli. Ali c'est une erreur. Excusez-moi. Production Les Armateurs avec la participation de Canal+, et la ZDF. Produit par Marion Delors, Jessica Azoulay. Et donc, c'était initié au départ aux Armateurs. Je crois qu'il y avait encore Didier Brunner à cette époque-là et Yvan Rouver. Juste pour finir, moi, je suis super content parce que, franchement, là... quand on regarde graphiquement tous les projets originaux qu'on voit ce soir, il n'y a aucun qui se ressemble. Il y a de la 2D, de la 3D.
Et tout est super beau. Et franchement, je trouve qu'on fait des beaux trucs en France. Hein. Alors, voilà, comment le projet est né ? Bonsoir. Comme vous avez vu, c'est un projet de Normand. Parce que Guillaume Autalent est normand et moi je suis à moitié normand, même si ça ne se voit pas. Et donc le projet est né en 2014-2015. En fait, on venait de finir avec les armateurs les grandes vacances. On avait fait du feuilletonnant. C'était encore la mode du feuilletonnant. On nous a demandé du feuilletonnant. Et donc on nous avait demandé qu'est-ce que vous avez dans les cartons pour qu'on continue à travailler avec vous. Et donc avec Guillaume, qui était mon binôme, on est parti à l'île de Ré une semaine, manger des huîtres et boire du vin blanc. Et on est revenu avec 3 projets, parce qu'il avait, lui, il avait été passionné d'histoire, moi aussi, j'ai une formation d'historien, et qui prenait un creux de la vie de Guillaume le Conquérant. Donc voilà, donc on a écrit une Bible, on avait imaginé une histoire, et puis on avait fait des premiers jets de ce qui se passait, et puis rapidement, après, je ne sais plus quand est-ce que le projet a commencé vraiment, mais nous, on avait passé la main après. Et puis le projet, comme souvent, les projets vivent leur vie. Et donc, voilà. Donc, nous, on n'a pas suivi après tout ce qui s'est passé. Tu prends le micro, bim. Oui. Quand est-ce que tu es arrivé sur le projet pour faire le graphisme ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés, vous ? Oui, en fait, on s'est rencontrés tous les trois. Ouais. Oui, on s'est rencontrés, on a travaillé un moment ensemble, tous les 3, sur le développement. C'était en fait, le premier mail que j'ai reçu, donc c'est les armateurs qui m'avaient contacté à cette époque-là, on était en 2014. Ah oui. C'était fin 2014. Donc je pense que toi et Guillaume, vous étiez dessus plutôt en 2014. Et donc ils cherchaient à l'époque un auteur graphique. Et donc en fait les armateurs en fait m'ont écrit un message et m'ont dit en fait que ils seraient peut-être intéressés pour travailler avec moi. Moi je sortais tout juste de l'école et j'avais travaillé un petit peu à Cartoon Saloon avec Tom Moore, et c'est Tom Moore en fait qui a parlé de moi qui est donc le réalisateur de de Brendan et le secret de le livre de Le secret de Kells. Oui. Oh, merci toi, qui veut sortir sa science. Non, c'est parce que je le connais un peu, Tom Moore, et je le voyais souvent traîner aux armateurs parce que j'ai bossé un peu aux armateurs aussi. Oui, et en fait, la rencontre, elle s'est fait comme ça. Elle s'est fait comme ça entre les armateurs, Guillaume, Sébastien et moi. Et en fait, le projet il m'a tout de suite plu. On s'est tout de suite très bien entendu avec Guillaume et Sébastien. On avait un peu la même façon de vouloir raconter les histoires. Et puis moi, graphiquement, il y avait vraiment plein de choses qui m'intéressaient. J'étais aussi passionnée d'histoire. Alors bon, moi, je suis pas prof d'histoire et j'étais pas passionnée de Normandie. Mais justement, j'ai découvert énormément de choses et tout le côté légendaire qu'il y avait autour de ça m'avait beaucoup inspirée. Et donc, on a dû travailler quelques années tous les 3 ensemble, et on a vraiment développé l'univers graphique avec toutes les histoires de Guillaume et Sébastien. Et donc sur l'écriture, alors après, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu une grosse équipe En fait, il y a eu une dizaine d'auteurs. Et en fait, il y a eu une direction artistique qui a plutôt évolué au fur et à mesure des demandes en fait, de Canal+, parce que la série a été produite pour Canal+. On a eu Marine Lachenot, dont son frère est dans la salle, qui a écrit les 10 premiers épisodes, même les 13 premiers. Ensuite, on a eu en directeur d'écriture Romain Van Lieb, qui a écrit les 14 et 15. Et ensuite, j'ai été, en plus de mon boulot de réalisateur, j'ai été le directeur d'écriture des épisodes de 16 à 26. Voilà. Et on a dû travailler avec je dirais 10 auteurs, qui revenaient souvent, notamment ceux qui ont écrit de l'arche narrative. Et voilà, donc ça nous a permis en fait d'avoir une cohérence et vraiment une possibilité parce que c'est une série feuilletonnante à la base, ça nous a permis de pouvoir vraiment contrôler le projet, notamment en termes de production et en termes de narration aussi, puisque série feuilletonnante et en 3D rendu 2D du coup. Et du coup, c'était assez compliqué d'imaginer une histoire dans laquelle il devait se passer forcément des événements, tout en respectant en fait les délais et les budgets, forcément. Alors comme tu parles de 2D, 3D,
Je sais, bon, la 3D a été faite chez Blue Spirit où je travaillais et où j'ai fait les Mystérieuses Cités d'Or, et donc ils ont à peu près utilisé le même pipe, mais sauf que le trait a été encore plus travaillé et que les décors étaient, la plupart des décors C'est sont toi aussi les en décors, 3D, contrairement aux Mystérieuses Cités d'Or où les moi décors j'avais des étaient décors en 2D. Nous ils étaient complètement en 3D. Et je me souviens que ça a été quand même une belle galère pour arriver à faire ce résultat qu'on voit qui est magnifique. Hein, à l'arrivée. Déjà, ce que je voulais préciser, c'était que la façon dont moi j'ai abordé la réalisation, c'était surtout en me disant, parce que je suis arrivé un peu plus tard, je suis arrivé en 2018, il me semble, sur le projet. En fait, le projet a vraiment commencé en novembre 2018 et après jusqu'en décembre 2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont bien sûr envoyé un peu avant le dossier graphique qu'avait fait Marion. Et je me suis dit, si on fait une série en 3D, il faut absolument respecter son design, parce que c'était, voilà, ce qu'on voit à l'image, c'était incroyable d'originalité, et c'est ce que moi, en tout cas, en tant que réalisateur, c'est ce que je recherchais. Mais par contre, voilà, c'était un vrai défi de réussir à garder en animation et dans tous les angles, en fait, mais que ce soit de la 3D ou même les petits poster paint 2D ou tout ce qu'on a pu utiliser comme triche, en fait, encore une fois en 2D, c'est de pouvoir garder son univers à elle, vraiment à tous les niveaux, parce qu'elle a bien sûr travaillé et sur les décors et sur les personnages. Les personnages, voilà, la modélisation nous a demandé beaucoup de travail, et c'est pour ça que j'ai été très content de travailler encore une fois avec Vincent, qui est mon premier assistant réa depuis un bout de temps, sur lequel voilà, on s'est vraiment creusé la tête, et bien sûr avec Marion, avec Blender, Suspense Painter, faire les allers-retours avec Blue Spirit Canada notamment, qui ont fait un super boulot, notamment au niveau des décors. Ça a été vraiment une équipe qu'on a vraiment formé un groupe. Covid ou pas Covid, justement parce qu'on s'est fait aussi rattraper par le Covid, sachant qu'heureusement nous on avait la pré-production qui était pratiquement finie à 80% quand le Covid nous a attrapés, ce qui fait que après on a travaillé chez nous, mais ça nous a permis en tout cas de pouvoir avancer, et notamment ce que j'aime bien dire aussi, c'est que quand on avait une porte qui se fermait devant nous, techniquement, on arrivait souvent avec Blender ou avec d'autres logiciels à passer par la fenêtre en fait, et à essayer de trouver le bon équilibre pour pouvoir avoir un résultat qui reste, qui nous permette de servir la narration et surtout avoir une image belle, quoi. Et notamment l'animation qui a été faite entièrement en France. Alors il y a aussi le studio canadien de Blue Spirit, mais voilà. Ils parlent français, donc ça va. Hein, oui, et puis surtout leur animation, enfin la qualité d'animation a été vraiment bonne, quoi. Du coup, ce qui nous a permis justement nous de pouvoir travailler l'acting en fait des personnages de façon naturelle, sachant que les voix ont été elles aussi enregistrées en France, animées en France, enregistrées en France, écrites en France, donc c'est assez rare pour le souligner. Et toi, tu as travaillé tout le long sur la prod, au moment du compositing, tout ça, ou ton travail d'auteur s'est arrêté une fois que la pré-production a été faite? En fait, tout a été mélangé dans le projet, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de prod. Mais bon, après, moi, c'est ma toute première expérience en fait en tant qu'auteur graphique et directrice artistique, et ça s'est fait. En fait, moi, je pensais pas du tout que j'allais continuer et que j'allais faire la direction artistique. Ça s'est fait assez naturellement, et effectivement, je suis restée. Quasiment toute la prod en fait. Je suis partie peut-être un an avant vous. 2021, je dirais. Ouais. Fin 2021. Donc j'ai bossé la bibliographique. Tous les éléments en fait principaux étaient là. Avec Guillaume et Sébastien, et après quand on a commencé à avancer petit à petit, on a enrichi le dossier graphique, on l'a adapté en fonction des demandes, de toutes les contraintes qu'on avait au niveau de la production, au niveau des budgets, etc. Et donc oui, en fait j'étais là tout le temps, et j'essayais d'intervenir aussi même aux côtés de Blue Spirit. Quand il y avait des difficultés, on parlait justement de la difficulté de retranscrire l'univers graphique en 3D. C'était vraiment le challenge. C'était pas au début quand on a commencé à développer le dossier graphique, on n'était pas encore sûr en fait que les personnages allaient être, assez tôt quand même les personnages en 3D, mais les BG, les décors. Il y a eu un trailer en 2D, non? Oui, il y a eu un trailer. Des tests qui ont été faits en 2D. Oui, alors, en 2D, les personnages étaient en 3D, les décors étaient en 2D. À l'époque, c'était Augusto Zanovello qui était réalisateur. Vu ça, ouais. Donc, c'était pas encore d'actualité de faire complètement en 3D. Et en fait, avec Blue Spirit, c'est sûr qu'il y a eu, c'était super dur en fait, mais on a justement essayé de faire en sorte à ce que le contact et le dialogue restent le plus riche possible, et en fait au sein des armateurs, on a finalement été un peu tous les trois à essayer de pouvoir
rebondir un maximum sur ce que Blue Spirit nous a envoyé, essayer de dire bon bah, il faudrait qu'on arrive à encore plus à faire ça, et on essayait de trouver des solutions avec eux. Et c'est sûr que c'était une prod qui était vraiment pas simple à réaliser, mais j'espère qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait parce que vraiment ils ont vraiment assuré quoi. C'était pas simple du tout. On était en plus sur un logiciel qui était très exigeant au niveau du trait, qui rendait pas le trait en fait finalement était une contrainte technique. C'était vraiment je pense que c'était vraiment l'aspect le plus difficile à maintenir dans la direction artistique. Donc en fait ce qui était bien, le fait que je sois restée toute la prod, c'est que si jamais il y a vraiment quelque chose bloqué, j'essayais de rebondir et de modifier les designs pour que ça s'adapte au mieux. Et en fait, finalement, le graphisme a vraiment évolué tout au long de la production pour que ça s'adapte au mieux, quoi. Bah, de toute manière, ça c'est un petit mot au producteur. Quand le réalisateur arrive tôt et quand les auteurs graphiques et les directeurs artistiques partent tard, le projet se porte mieux. Et toi, qu'est-ce que concrètement ton intervention dans la production ? Moi, je regardais, je faisais c'est bien. Ouais. Non, en fait, je les aidais, je les épaulais. J'épaulais Marion et Jean-Louis pour faire le passage avec Blue Spirit, pour expliquer comment on pouvait retranscrire au mieux le travail de Marion en 2D, quoi. Parce que c'est pas le même travail, la 3D et la 2D, c'est pas le même travail. Et toi, par exemple, c'était ta première réalisation en 3D ? Non, j'avais fait Monster Master Club en 2006. Ah oui, c'est vrai. Et toi, tu avais déjà fait de la 3D avant ou pas ? On avait bossé ensemble sur Monster Master Club. Bon, bah voilà. On a plus un bout de temps. Je pose des questions débiles ce soir. Non, mais il n'y a pas de... Non, mais il nous a sauvé la vie plusieurs fois. Il nous a montré, parce que c'est toujours la même chose. Il y a les contraintes techniques. Des fois, on se retrouve devant des gens ou des studios qui nous disent ce n'est pas possible. Et des fois, il suffit de partir un week-end, rentrer sur son petit Blender ou autre, et de revenir le lendemain en disant bah voilà, si en fait on peut le faire. Après, on l'adapte dans la prod. Mais justement, la possibilité que Marion soit restée pour pouvoir, par exemple, parce que l'avantage qu'on avait, c'était qu'on avait vraiment un rendu purement 2D, ce qui fait qu'on pouvait tricher comme on a eu l'habitude de le faire depuis une trentaine d'années en animation, c'est-à-dire mettre des OL, cacher des choses. Quand l'anime patine un peu sur le sol, on met un buisson, je caricature, mais c'est plus ou moins ça. Et grâce à elle, puisqu'on avait sa patte artistique qui est restée collée à nous en 2D, en 3D, dans tous les niveaux, en fait, on pouvait décider de, par exemple, effectivement, mettre un OL, un buisson, un truc, quelque chose, et c'est elle qui le faisait. On n'attendait pas, en fait, à ce que... parce que souvent quand on n'a pas les éléments, on fait avec ce qu'on a, alors qu'elle était là pour pouvoir nous donner. Et lui, Vincent, nous a aidé justement à mettre en place tout un pipe 3D. On a même animé des passages entièrement modélisés, animé des passages entièrement dans les épisodes sous Blender, tout en gardant pour faire en sorte évidemment que le rendu soit le même que ce qu'ils avaient sur 3ds Max, parce que en fait la petite contrainte, c'est que c'était un logiciel propriétaire que le studio ne pouvait pas nous donner. Il ne pouvait pas nous donner, tenez, voici notre 3ds Max, faites ce que vous voulez avec, quoi. Du coup, nous on était obligés de notre côté d'utiliser un logiciel pour pouvoir pour pouvoir converser avec eux, et ça a été Blender, et ça a été surtout lui, c'est lui qui en 2006 il me semble m'avait montré la version 2.49 de Blender. Voilà. Et grâce à ça on a pu s'en sortir. Et ok, et au niveau gros sous, alors comment se porte le projet ? Comment se porte le projet au niveau gros sous ? Alors, c'est un projet qui a coûté cher, qu'on a bien financé, mais c'était également un projet extrêmement ambitieux, puisque tout était ambitieux. L'écriture était ambitieuse, la réalisation était ambitieuse, et donc on n'a pas retrouvé nos sous-sous, concrètement. On était, comme vous l'avez dit, avec Canal+ et la ZDF, je ne sais pas si elle a été citée tout à l'heure. Je relis mon petit papier, oui, si j'ai bien dit la ZDF. Bon, parfait. Néanmoins, on a dû beaucoup se battre pour arriver à nos fins, et donc on n'a pas pu complètement respecter notre budget initial. Et c'est une parole de producteur. On a mené le projet à terme, on a tout fait pour soutenir les ambitions artistiques qui étaient celles de ce projet, mais voilà. Et est-ce que du feuilletonnant, ça se vend ? Alors, le feuilletonnant, aux armateurs, on y croit beaucoup.
on est allé, on a rempilé après les grandes vacances pour faire du feuilletonnant. La réalité, c'est que non, ça ne se vend pas très bien. On a tous beaucoup espéré au moment de l'arrivée des plateformes que les plateformes allaient investir massivement dans du feuilletonnant. La réalité, c'est qu'en tout cas, pour les producteurs français, on n'a pas complètement réussi à attirer les plateformes là-dessus. Donc, ça reste un petit peu aujourd'hui une illusion. Mais voilà, les chaînes françaises y croient. France Télévisions nous indique qu'ils veulent faire du feuilletonnant. Donc, on va continuer parce que je suis sûre que tous les auteurs dans la salle ont tous très envie de travailler sur du feuilletonnant parce que, bien sûr, c'est super intéressant, même si c'est difficile. C'est une grosse galère, moi je vous le dis. C'est une grosse galère. Ouais. C'est vrai que s'il y a un épisode qui marche pas quand on fait pas du feuilletonnant, voilà, on le fout sous le tapis et puis on se dit on le traitera plus tard celui-là, alors que là le feuilletonnant, si on a un épisode qui marche pas, on est obligé de le faire parce que on l'attend et que dans l'ordre de diffusion on peut pas mettre le 15 avant oui, mais c'est ça le qui 32. est intéressant aussi. C'est aussi ça qui est, c'est une prise de risque, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'être Je dis pas le contraire. Hein. D'être sûr que. C'est juste que ça impose une gymnastique aussi bien à l'écriture, au design, à la réalisation, à la post-production même. C'est vraiment une gymnastique assez particulière où le grain de sable dans l'engrenage est complètement interdit, sinon c'est la merde totale. Mais sinon, c'est super à faire, hein, je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que ça a été très important et très utile que, par exemple, aux armateurs, on ait eu la chance, enfin j'ai eu la chance notamment d'être aussi bien réalisateur que scénariste, que chez Border, que les directeurs d'écriture, pour que justement on ait une espèce de cohérence. Je dis pas que voilà, j'ai fait le projet tout seul. Au contraire, on était 400 à le faire et je remercie les 400 personnes qui ont travaillé sur le projet. Mais il est vrai qu'au niveau de l'écriture et de la cohérence, c'est pour éviter justement le fait que tout à coup il y a un épisode qui sort de nulle part et qui justement ne respecte rien en termes de production, en termes de narration ou quoi que ce soit. Quand il y a de la cohérence, quand le réalisateur en gros il est là, il fait tout ce travail-là en plus de pouvoir contrôler l'écriture, ça permet aussi justement de gérer les coûts et d'avoir surtout une série qui reste intéressante, qui justement on se met le défi d'être toujours intéressant, toujours avoir ce fameux, comme on l'a fait dans la série, des cliffhangers à la fin qui donnent envie de regarder le suivant, parce que sinon, voilà, c'est pas intéressant. Bon, là, on a dépassé le quota. Là, juste pour vous dire que l'épisode que les adhérents ont vu, c'est la grotte de Baligan. Ça doit être le premier épisode. Baligan, pardon. Ça doit être le premier épisode. Oui, c'était ça. Je le dis mal. Hein, je parle mal le normand. Je mange pas assez de camembert. Ça doit être ça. Donc ouais, c'est le premier épisode. Hein, c'est écrit par Marine Lachenot, d'après une histoire de Guillaume Motalon et Sébastien Oursel, et ça a été bordé par toi-même, Jean-Louis Voddestock. Bon, maintenant, résultat des courses. On applaudit. J'appelle... Merci. Hein. J'appelle les deux présidents présents. Les deux présidents présents. A donné le résultat du vote de tous les membres de la GRAF. Donc, je vous rappelle, hein, les gens qui ont voté, c'est à la fois les scénaristes, les auteurs graphiques et les réalisateurs. Bon, alors c'est Fabienne qui va annoncer le lauréat, enfin l'équipe lauréate. Moi, je suis encore une fois très fier du prix coup de cœur de la GRAF et puis des créations originales qu'on a vues, parce que c'est vraiment formidable de diversité, de qualité et tout. Donc bravo à tous. Je salue aussi les chaînes de télé qui font de la création originale, notamment France Télé, parce qu'il y en a et on a eu une... voilà. C'est vraiment important pour toutes les équipes et tous les auteurs ici présents, tous les producteurs et les auteurs ici présents. Donc voilà, donc le prix 2023 coup de cœur d'une série originale d'animation française en partenariat avec l'AFCA. Le prix coup de cœur de la GRAF pour 2023 est... Roulement de tambour. Rune. Bravo. Venez.
Franchement, c'était pas fait exprès de terminer avec eux et de leur mettre sur l'estrade 30 secondes après. Bravo. C'est vrai que c'est un beau projet, Merci. mais je tiens vraiment à dire que tout ce que j'ai regardé, parce que on avait un truc hyper bien foutu, c'est-à-dire qu'on avait un lien et on pouvait regarder tous les épisodes. J'ai vraiment, moi, regardé tout en entier. On en a pas mal discuté entre auteurs pour savoir comment on allait voter, etc. Je vous dirai pas pour qui j'ai voté. Mais en tout cas, ça a été... il y a eu débat, on ne s'est pas dit genre ouais c'est lui et les autres c'est de la merde. C'était vraiment intéressant comme discussion qu'on a eue. Donc bravo à vous tous parce que franchement les projets sont cool et j'espère qu'on continuera à en faire. Et donc je sais pas si on va parler encore plus parce que moi j'ai soif et que ça serait bien qu'on discute maintenant merci autour à d'un tous. verre. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et bravo.